Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello ! On se retrouve cette semaine pour discuter avec Margot du compte Les Beaux Gestes sur Instagram. Margot est naturopathe, elle accompagne les personnes à retrouver une harmonie globale et à faire la paix avec leur mental. Et Margot a souhaité partager l'une de ses plus grandes sorties de zone de confort. Elle nous partage en effet comment elle s'est sortie de son anorexie mentale. Mais avant de commencer cette discussion, je tiens à poser un petit trigger warning, car nous allons parler de troubles alimentaires. Alors si vous vous sentez concerné par ce sujet et que ce n'est pas ok pour vous de l'écouter, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres épisodes disponibles qui peuvent vous faire du bien. Mais si c'est ok pour vous, je vous laisse avec notre discussion. Belle écoute! Bonjour Margot, je suis super contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans la Sophro pour mieux vivre. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup et toi ? Ça va, je te remercie, comme un lundi puisqu'on enregistre en ce lundi. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices et nous expliquer un peu ton parcours ? Bien sûr. Donc je me présente, je m'appelle Margot, je suis naturopathe. J'ai été formée en 2019 et du coup j'exerce mon activité depuis 2022. Donc j'ai eu 3 ans de formation. Et dans une autre vie avant ça, j'ai été ingénieure. Donc voilà, j'ai été formée, j'ai exercé pendant 2 ans en tant qu'ingénieure et je me suis reconvertie à cause d'une maladie, à cause ou grâce, je sais pas vraiment. Mais voilà, je suis tombée malade, j'ai fait de l'anorexie mentale et c'est grâce à ça que j'ai découvert ce monde, si je puis dire, des médecines alternatives et j'ai décidé de me former et de prendre ce virage à 360. Ok, chouette. Comme on en avait discuté, toi et moi, le sujet du podcast, c'est les sorties de zone de confort. Et donc du coup, là, à travers ton parcours, il y en a plusieurs. J'ai cru comprendre que tu avais beaucoup été dans le changement, le mouvement. Quand on a échangé, toi et moi, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on a déjà fait un podcast ensemble où du coup, c'était moi qui étais à ta place et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et on avait beaucoup échangé sur l'importance pour toi ou du moins l'envie de partager ton expérience liée à ton anorexie mentale. Et du coup, je t'ai proposé de venir discuter, témoigner sur comment tu t'en es sortie, comment, entre guillemets, tu es sortie de ce confort, que ce soit mental ou physique. C'est du coup le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je me trompe, j'ai bien présenté? C'est parfait, parce que c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas quand on parle de sortie de zone de confort, on n'y pense pas forcément justement à sortir d'une zone de confort dans une maladie et pourtant elle est bel et bien là parce que quand on a échangé du coup toutes les deux, c'est vrai j'ai eu beaucoup de sorties de zone de confort dans ma vie, ne serait-ce que par le voyage où je suis partie 6 mois en solo au Brésil, je suis partie aussi au Vietnam, j'ai fait une reconversion professionnelle quand même. Mais c'est vrai que la sortie de zone de confort dans une maladie, c'est pas la première chose à laquelle on pense et c'est vrai que j'avais envie d'en parler. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça pourrait être très intéressant. En plus, c'est assez marrant, j'avais pas du tout fait le rapprochement quand on avait choisi, notre date. Mais moi, hier, j'ai fini une formation sur la gestion du poids et l'accompagnement des personnes atteintes d'anorexie, de boulimie, de troubles du comportement alimentaire ou juste, souhaitant perdre, ou prendre du poids. Donc du coup, j'ai, un regard autre, neuf, qui, je pense, pourra être super intéressant dans notre discussion. Oui, carrément. Mais du coup, avant de commencer et à discuter de ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer pour toi ce que c'est qu'une zone de confort et une sortie de zone de confort? Oui, bien sûr.
Moi, la zone de confort, je la vois vraiment comme, quelque chose de très cocooning. C'est un petit peu, quand je l'imagine, c'est vraiment quand tu es, je sais pas, sur un nuage, tu es bien, tu as tous les outils, que tu as à ta disposition. En fait, c'est facile dans sa zone de confort. On se met vraiment pas en danger. Contrairement à la sortie de zone de confort qui est vraiment moi je l'imagine plutôt comme une jungle où justement on est face vraiment à l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas forcément les outils, on a plein d'outils, mais de savoir est-ce que ça va nous servir dans ce moment-là précis, on ne sait pas forcément. La sortie de zone de confort peut être confortable, enfin plus ou moins confortable je dirais, et la jungle peut être plus ou moins dangereuse, mais pour autant, la sortie, n'en est que plus belle en fait. OK. Est-ce que pour toi, il y a un intérêt à rester dans la zone de confort, comme il y en a aussi pour en sortir? Bien sûr, surtout dans le cas des maladies, hem, c'est pour ça que je voulais aussi faire cet épisode parce qu'on n'y pense pas forcément, comme je l'ai dit au début, à, ce confort qu'on peut avoir dans la maladie et on appelle ça, le bénéfice secondaire d'ailleurs. C'est vraiment le bénéfice qu'on a à rester malade. Alors là, pour les personnes qui nous écoutent, vous allez dire: «C'est quand même bizarre». Il n'empêche que, bah, quand on est malade, il y a plein de personnes qui sont autour de nous et qui prennent soin de nous. Moi, dans en tout cas dans mon cas, ça a été aussi beaucoup un signal d'alarme en disant, «Bonjour, je suis là». Et du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mon entourage qui était très présent aussi pour moi. Donc voilà, c'était vraiment on a un peu l'attention sur soi quand on est malade et pour accompagner aujourd'hui des personnes, il y a aussi ce fait de se dire: «Mais en fait, quand je ne serai plus malade, est-ce que je vais encore avoir toute cette attention autour de moi?» Du coup, c'est vrai que c'est là, quand je parle de zone de confort, parce que c'est très confortable d'avoir tout cet entourage, en fait, autour de soi. Il n'empêche que, dans mon cas, ça a été la maladie et le fond du problème, d'être en sous-poids et d'être moi j'ai été hospitalisée donc t le je dirais, l'environnement extérieur n'a rien de confortable. C'est même très, très inconfortable et très difficile à vivre, hein. Je crois que c'était le combat le plus difficile de ma vie. Mais voilà, c'est vraiment peser ce pour et le contre de, bah, est-ce que je reste avec toutes ces personnes autour de moi, toutes bienveillantes et cetera? Ou est-ce que, bah, moi pour ma vie, là en l'occurrence, bah, c'était vraiment pour ma survie, est-ce que je sors de cette zone en me disant: «Bah, peut-être que j'aurai peut-être plus toute l'attention, mais n'empêche que je serai en vie». Donc ouais, c'est Mmh. essentiel, de faire des sorties de zone de confort. Mmh. D'accord, c'est la réflexion que tu as eue dans tout le processus de guérison, si je puis dire ça comme ça? Ouais, complètement. C'est vrai que, c'était, moi mon déclic a été quand j'étais, en clinique, il y avait une personne qui avait aussi des TCA, donc moi c'était une clinique avec, tout, trouble psychique et une autre personne avec des TCA qui devait avoir à peu près, 60 ans, qui me disait que, bah, tous les ans, tous les 2 ans, elle revenait parce qu'elle n'arrivait pas à sortir de ces, troubles du comportement alimentaire, donc elle faisait aussi de l'anorexie et là je me suis dit: «Margot, tu as 2 options. Soit tu continues en fait à ne pas vouloir manger comme il faut, à pas vouloir travailler sur plein d'autres choses parce que certes, on parle d'alimentation, mais la cause profonde et émotionnelle est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Mais voilà, c'était soit tu restes là, à pas manger davantage, à avoir ton corps qui est en famine complet et à inquiéter tout ton entourage et finalement à mettre ta vie en danger parce que, il y a beaucoup de personnes qui ont qui vivent de l'anorexie et qui en meurent. Soit, bah, tu fais en sorte de te sortir de là et ça va pas être confortable. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter des cuillères, il va falloir faire un gros travail psychologique, il va falloir comprendre le fond du problème. Mais il est hors de question que, dans 30 ans, je revienne faire des séjours, dans cette clinique en me disant: «Mais en fait, j'arrive pas à m'en sortir». Donc c'était oui, pour moi, ça a été vraiment, ce processus de me dire, finalement, quelle vie je veux pour plus tard? Est-ce que je veux rester dans cette maladie et ce confort inconfortable, si je peux dire? Ou, ou voilà. OK. Je me permets de rebondir sur, un mot, en vrai tu en as dit, 3, que je trouve essentiel, maintenant dans ce que tu es en train de raconter. Tu as parlé de cuillère. Je sais pas si tu connais la théorie des cuillères? Absolument pas. En gros, la théorie des cuillères, elle est alors j'ai plus le nom de qui c'est qui l'a inventée, mais elle est plus pour les personnes qui sont handicapées chroniques, malades chroniques et l'idée, c'est de métaphoriser une cuillère comme une dose d'énergie.
Les personnes qui ont des handicaps au quotidien, ça leur demande de l'énergie de se mettre en mouvement, par exemple, de se lever, d'aller voir des gens, ou on pourrait même penser à de la dépression. Quelqu'un qui est dépressif, chronique, se laver les dents, c'est compliqué, ça demande de l'énergie, par exemple. Et donc du coup, l'idée de visualiser, et de définir le nombre de cuillères, donc le nombre d'actions à mettre en place qui demandent de l'énergie pour la personne qui vit un handicap ou chronique, ça va être de les nommer, de les numéroter, et elle sait après que, admettons, je sais pas, c'est 5 cuillères, et bah, après que les 5 cuillères aient été utilisées, il y a plus d'énergie. Et du coup, vu que tu parlais un peu de cuillères, ça m'a un peu fait penser à ça, puisque tu parles de maladies, mentales, psychiques. Si, il y a pas cette notion d'énergie aussi qui est intrinsèquement liée dedans? Parce que quand on quand on a cette obsession, quand on a des troubles alimentaires, moi aussi j'ai fait de la boulimie et ce serait même mentir que j'en sois sortie. J'y travaille, c'est compliqué quand on a une obsession pour, quelque chose de concret, soit perdre du poids, soit se remplir émotionnellement. C'est très subjectif, très personnel. Il y a une dépense d'énergie liée à cette obsession, qui est, je sais pas comment tu l'as vécu, mais qui pour moi est assez, énorme, moins maintenant. Mais avant, j'avais une charge mentale énorme à tout le temps culpabiliser de manger, c'est une cuillère, tu vois? Ah oui, oui, c'est sûr que, la charge mentale, est énorme et je pense qu'on s'en rend pas compte en fait la dépense énergétique qu'on a en fait au quotidien, ne serait-ce que pour une personne lambda, on a besoin d'énergie, mais encore plus quand on est malade, pour nourrir rien que son système nerveux pour qu'il fonctionne correctement, en fait, ça, on s'en rend pas compte et c'est vrai que voilà, je connaissais pas du tout cette théorie, mais elle est très parlante, encore plus, dans l'anorexie, mais c'est vrai que voilà, de se rajouter cette cuillère, c'était vraiment le symbole de me dire: «OK, bah, là, c'est un pas de plus vers la guérison et vers l'énergie que je veux mettre vers je me sors de ça, en fait, parce que je veux plus vivre tout ça». Ouais, c'est ça. Donc du coup, si je comprends bien, est-ce que bon, du coup, tu connaissais pas la théorie des cuillères, mais peut-être que tu pourras répondre à cette question. À partir du moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait justement que tu sortes, de son cercle et aller vers la jungle, si je reprends tes termes, hem, est-ce que tu as réussi, peut-être facilement ou pas, je sais pas, à identifier justement les cuillères, les les choses qui te demandaient de l'énergie et qui pouvaient te permettre de sortir de ce confort? Ou est-ce que c'était un peu compliqué, flou? Ah, l'énergie, ça a été, un gros accompagnement psychologique. Ouais, ouais, ça c'était essentiel pour moi de me faire accompagner, psychologiquement et du coup, comme on l'a dit, la charge mentale est tellement énorme et il y a tellement un travail de fond à faire et ça, je le dis haut et fort, dans l'anorexie, dans tout trouble du comportement alimentaire, faut travailler sur l'assiette, mais l'énergie dont on a besoin pour refaire tout connecter correctement, en fait, dans le cerveau, et comprendre le pourquoi parce que moi j'ai en plus, je suis quelqu'un de très cérébral forcément, mais j'essayais vraiment d'identifier mais quel est le problème en fait de pas rajouter ces cuillères? Pourquoi tu veux pas manger en plus? Et du coup, il y a vraiment un énorme travail psychologique à faire de comprendre en fait, quel est le fond? OK, pourquoi je rajoute pas cette cuillère? Dans le fond, c'est quoi le problème de cette cuillère en plus? Ou ce sera quoi le problème de ces kilos en plus potentiels dans la balance? Donc c'est hyper intéressant parce que là, du coup, il y a 2 types de représentations de la cuillère. Il y a la cuillère dans le sens manger, que je comprends quand tu parles. Mmh. Si je rajoute cette cuillère, qu'est-ce que ça va me faire? Et la cuillère, c'est pour ça, je pense qu'on s'était pas compris quand je te posais la question. Je viens de comprendre qu'on n'avait pas la même représentation. Et la cuillère de, dépense d'énergie par rapport à la métaphore. Et du coup, en prenant ta représentation de la cuillère, donc l'idée de prendre une cuillère en plus, pour toi, c'était compliqué, c'est ça? Oui, c'était compliqué, alors en plus parce que quand on a des troubles du comportement alimentaire, souvent on a des troubles digestifs qui sont liés et du coup moi j'avais beaucoup cette peur de me dire: «Est-ce que je vais avoir mal au ventre? Est-ce que c'est trop pour moi? Est-ce que, voilà j'aurais vraiment trop mangé? Ça va être full?» alors qu'on sait très bien que pas du tout dans le cas de l'anorexie. Mais, mais oui, oui, c'est et je pense que c'est le propre même aussi de l'anorexie, hein, de se rajouter cette cuillère qui peut être, catastrophique. Il y a des jours où ça va aller. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souffrent aussi d'anorexie, il y a des jours où on rajoutera cette cuillère et il y a des jours où on n'aura pas envie de la rajouter et et c'est complètement OK, chacun a son rythme, chacun son temps. Mais voilà, c'est vrai que, bah,
le thème du podcast, c'est sortie de zone de confort. Bah voilà, c'est inconfortable des fois de rajouter cette cuillère en plus. Et puis au bout d'un moment, ce sera 2 cuillères qu'il faudra rajouter. C'est inconfortable, ça fait mal, mais il n'empêche que les résultats sont là et il faut en passer par là en fait pour guérir. Mmh. C'est finalement comme, tout problème, pathologique, psychologique, émotionnel, même quand on décide de passer la porte d'un cabinet, de n'importe quel praticien, on sait qu'on va se faire bousculer et c'est en fait essentiel. On le comprend au bout d'un moment pour avancer et c'est ça. Complètement. Et c'est vrai que moi, du coup, aujourd'hui, j'ai la casquette de thérapeute et je sais que moi, ce qui m'a aidée, ça a été de me secouer, de me mettre en face vraiment de ce que je faisais et ce que je faisais pas, de me dire: «Mais en fait, Margot, là, tu veux guérir, mais tu ne fais rien pour. Donc juste redéfinis tes priorités». Quand on me disait ça me faisait très mal parce que forcément, on dit haut et fort: «Mais si, je veux guérir, bien sûr». Et quand il y a ta mère qui te dit: «Bah, vas-y, rajoute alors cette cuillère si tu veux vraiment guérir, où est le problème?» Donc voilà, c'est un gros travail, de rajouter ces cuillères et en même temps, ça prendra le comme je l'ai dit, le temps qu'il faudra. Mmh, d'accord, merci et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que justement tu pourrais, si c'est OK pour toi bien sûr, raconter un petit peu, toutes les choses que tu as mises en place pour, justement, bah, sortir de tes troubles alimentaires et pour te sentir, mieux, si je peux dire ça comme ça? Oui, bien sûr. Après, est-ce que j'ai tout le processus? Je sais pas en plus, si je l'ai vraiment, visualisé. En tout cas, dans la première année, donc moi, c'était en 2016, c'était pendant mon voyage au Brésil, où pendant 6 mois, j'ai perdu à peu près une quinzaine de kilos. Je suis rentrée et je me suis, entre guillemets, «battue toute seule à la maison» en me disant: «J'étais loin de chez moi, ça va revenir» et cetera et j'ai bien vu qu'au bout de 6 mois, c'était pas du tout ça et que c'était quelque chose de beaucoup plus profond parce que justement, ces cuillères, je n'arrivais pas à les remettre. Donc j'ai décidé de me faire hospitaliser et ça a aidé, plus ou moins. J'ai eu plein de déclics aussi pendant, cette hospitalisation. Ça a pas été l'élément, final qui m'a permis de me sortir de ces troubles parce que, c'était trop brutal. C'est-à-dire que tout était contrôlé. Au début, je devais passer prioritaire au self, ils vérifiaient tous mes plateaux, à la fin aussi, c'était contrôlé pour savoir ce que j'avais bien ou pas mangé. Après, j'avais des goûters qui étaient instaurés, j'étais obligée de tous les jours, prendre, le goûter. Après, j'avais plus le droit de sortir de la clinique parce que j'avais plus le droit de faire d'activité physique. Ensuite, j'avais plus le droit de prendre les escaliers parce que donc ça a été tout un processus qui a été compliqué, mais au final qui était peut-être trop brusque pour moi et je suis ressortie de cette clinique en n'ayant pas pris de poids. Mais les déclics étaient là psychologiques, j'ai vraiment compris que, il y avait vraiment quelque chose à travailler dessus et ensuite en sortant, c'est là que j'ai découvert les médecines alternatives et notamment l'hypnose et l'acupuncture, où j'ai été accompagnée pendant 1 an. Tous les mois, j'avais une séance, qui durait au moins 2 heures et demie, où voilà, on était un petit peu en train de dépioter tout ce qui se passait dans ma vie et au fur et à mesure, j'ai compris l'importance, de nourrir son cerveau, tout simplement. De me dire: «Mais en fait, là, mon corps, c'est une machine qui a besoin de carburant et a besoin de tous ces nutriments, en fait, pour, bien fonctionner. Comme une voiture, on lui met de l'essence, de l'huile, du truc pour les essuie-glaces, on lui met plein de choses. Notre corps, c'est pareil, en fait. On a besoin de protéines, de glucides, de lipides, juste pour que ça fonctionne correctement. Donc il y a eu je pense que dans ma guérison, il y a vraiment eu 2 étapes de me réconcilier avec l'alimentation, de me dire que c'est pas du tout mon ennemi et que sans elle, en fait, je peux pas vivre. Typiquement, mon corps ne tient pas debout et il y a vraiment eu cette grosse partie émotionnelle de se dire: «Pourquoi j'ai pas voulu manger?» et l'anorexie, c'est aussi un peu un suicide qui est lent, comme on dit. Pourquoi j'ai eu, autant de difficultés à manger et pourquoi je me suis mis dans un tel état? Donc ça prend peut-être plus de temps et c'est pour ça qu'aussi il y a des personnes aussi qui rechutent et il y a des phases où ça va plus ou moins bien parce que cette cause profonde émotionnelle n'est pas toujours très bien traitée. Mais voilà, je dirais que, les grosses phases, ça a été, un gros travail dans l'assiette, de comprendre, comprendre comment s'alimenter tout simplement et il y a vraiment ce travail psychologique de pourquoi en fait je rajoutais pas et comment me sortir de là. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Margot, merci. Ça me fait beaucoup penser, enfin, c'est pas que ça me fait penser, c'est,
je pense que c'est hyper essentiel de bien expliquer aux personnes qui vivent des troubles de la conduite alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, ou plein d'autres troubles. Finalement, c'est large Mmh. et on peut aussi s'identifier à quelque chose, enfin, c'est souvent très personnel et très intime finalement, que, c'est un comportement qui est lié à quelque chose dans le cerveau, en fait et donc du coup, le comportement, il est là et comme tu dis, c'est un peu comme une pelote de laine qu'il faut, heu, qu'il faut petit à petit dérouler, pour comprendre pourquoi ce comportement, il a été mis en place et des fois, ça peut être la cause de plein de choses. Là, je vais peut-être parler un peu cru, mais ça peut être lié à des traumas, d'enfance. Il y a eu des agressions sexuelles, des viols, ça peut être, un trauma, moi, par exemple, je vais le dire, de manière, cash, j'ai été harcelée quand j'étais petite, mais harcelée, de façon très violente. C'était pas une ou 2 personnes, c'était 60 personnes et forcément, il y a ce truc dans ma tête que pareil je fais avec l'hypnose. C'est pour ça que c'est pertinent ce que tu dis. Mmh. L'hypnose, elle sert vraiment à venir, comprendre les comportements que tu as mis en place dans tes représentations internes. On est vraiment dans le cognitif et c'est pertinent moi, par exemple, c'était, bah, me remplir parce que, j'ai une estime de moi qui est basse liée à ce trauma, tu vois? On a tous et toutes, je pense, une cause principale qui fait qu'à tel moment, on croit que c'est la meilleure chose à faire et on s'habitue à ces comportements qu'il faut du coup venir se déshabituer. Complètement. Oui, oui, oui et puis la moi je pense qu'il y a pas de guérison sans vraiment travailler Mmh. sur le la cause profonde qui est souvent très émotionnelle. Alors tu as tout à fait raison de dire que ça peut être des choses très violentes, comme des agressions, comme des viols, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est ça et il y a d'autres, ça peut être beaucoup moins violent et mais peu importe le traumatisme qu'on vit, finalement peu importe aussi l'origine, il n'empêche que quand, c'est déréglé et quand on n'a pas un rapport très sain avec l'alimentation, ce qui est le cas d'énormément de personnes, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes, moi, que j'accompagne, même si c'est pas forcément des troubles du comportement alimentaire très avérés, avoir une relation sereine avec l'alimentation aujourd'hui, c'est très compliqué et Ouais. il y a toujours vraiment ce côté émotionnel où on nous a fait une remarque ou, un un amoureux, un petit copain qui nous a fait des remarques aussi déplacées. Enfin, il y a plein de choses et si on travaille pas sur cette cause, je pense on sera toujours autant blessé à l'intérieur de soi et l'alimentation sera, ou pas notre amie, quoi. Mmh, c'est juste. Effectivement, tu as raison, c'est pour ça que c'est hyper subjectif, en fait et ça dépend des parcours de vie. Moi, ça me fait penser surtout à l'éducation, tu vois, qu'on a eue en tant qu'enfant. Il suffit que, je sais pas, un parent dise à son enfant, «Tu sors pas de table tant que tu as pas fini ton Mmh. assiette» et hop, ça crée une représentation, une croyance qui dit qu'on est obligé de finir le plat ou à l'inverse, si on restreint l'enfant, enfin, tu vois? Ça peut dépendre beaucoup de l'éducation, de l'école, de la société, des représentations de la femme dans la société, tu vois? Je pense aux mannequins, par exemple Complètement. et aux jeunes filles, je pense qu'on est malheureusement toutes passées par là quand on était un peu plus jeunes. L'idéal, de la femme, elle est fine parce que dans la société, on nous dit que c'est comme ça et donc du coup, bah, souvent ou peut-être, je sais pas si c'est une croyance de ma part, bah, la petite fille, elle veut ressembler à un modèle et donc du coup, elle se restreint et tu vois, tu rentres dans des trucs, je trouve que tu as raison, c'est hyper compliqué et du coup, c'est pour ça que ton métier est important. Oui, non, c'est sûr et j'ai envie de dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, c'est pas forcément de votre faute, parce que, comme on l'a dit aussi très bien, ça peut être une remarque, ça peut être l'entourage, ça peut être, mais de souffrir, en tout cas, moi, c'est ce que je me répétais beaucoup dans l'anorexie, c'est pas de notre faute, on ne choisit pas d'être malade, parce que, même s'il y a quelque chose de très confortable, ne pas être malade, c'est quand même aussi très confortable, de pas subir tous ces désagréments et du coup, c'est pas forcément de votre faute d'être tombé dessus. Maintenant, c'est à vous, de prendre les choses en main et de vous faire accompagner si vous en avez besoin et voilà, de rajouter ses cuillères ou, d'enlever ses cuillères ou bref, d'avoir quelque chose de beaucoup plus, serein avec tout ça et je reste convaincue qu'on a tous les clés en soi pour sortir de ces troubles, avec, l'aide de personnes extérieures ou pas, hein. Mais moi, j'en suis sortie alors que je suis passée, vraiment par la case, hospitalisation et j'aurais pu aussi, mourir pendant cette période. Donc quand on veut, quand on se donne les moyens, quand on travaille sur vraiment cette cause, encore une fois, profonde, on peut s'en sortir. Ça prendra plus ou moins de temps. On ne dit pas que dans 15 jours, ce sera fait. Chacun, encore une fois, avec son histoire, ça va prendre plus ou moins de temps, quelques années, peu importe. Mais si vous vous donnez les moyens, en fait, ça peut, vous pouvez tout à fait vous en sortir.
Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça me fait aussi penser que, là c'est, ma casquette de praticienne qui parle, mais je pense que c'est quelque chose d'important à dire. C'est que quel que soit le trouble alimentaire, c'est pas une identité. Non, Et c'est je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu conscientiser dans ta guérison. Moi, je sais que le simple fait de pas me considérer comme, hyperphagique ou boulimique ou je sais pas quoi, et de me détacher, en fait, de cette identité que je me suis mise, bah, ça aide aussi vachement à s'en sortir. On n'est complètement. pas que ça, on n'est pas une maladie. Et c'est le cas pour toutes les maladies, hein. Là, on parle de troubles du Bien comportement sûr, alimentaire, ouais, mais ouais, c'est bien le cas sûr. pour toutes les maladies. Et c'est vrai que, moi, j'adorais, passer du temps avec, des amis, qui me mettaient pas justement cette casquette, d'anorexique. C'est vrai que moi, dans ma famille, j'avais beaucoup, forcément, ils étaient en première loge, hein, donc ça a été aussi très difficile pour eux, cette casquette de malade. Donc: «Margot, il faut faire attention à elle» et «Margot, on doit faire un repas particulier», «Margot, elle doit bien manger» et cetera. Mais j'adorais passer du temps avec les amis avec laquelle j'avais pas du tout ces casquettes, en fait, où j'étais juste moi et bah, voilà, on s'amusait, on faisait la fête, on et je pense que aussi dans la guérison de se dire que, on reste une personne qui, à cet instant T, a cette maladie, mais qui n'est pas du tout définie par cette maladie. Mmh mh. Il y a, un présupposé en hypnose et en PNL qui dit que notre attitude n'est pas ce qu'on est et nous ne sommes pas ce que nous sommes. Dans le sens où, je prends l'exemple, lambda, je sais pas, un jour, bah, demain, je suis hyper en colère, il se passe quelque chose, une situation qui fait que je suis en colère, ça fait pas de moi quelqu'un de colérique. Mmh, À cet instant-là, j'ai été colérique, mais c'est pas mon identité. Donc au final, nos comportements, que ce soit alimentaires ou comme tu dis, n'importe quel ch n'importe quoi où on se met en mouvement, en action, on va vers le aller vers quelque chose, ça nous définit pas finalement. Et je me pose la question, je pense que tu seras mieux placé pour moi pour le dire, que comprendre ça, c'est déjà, à mes yeux, sortir de ce confort parce que, bah, en se définissant, comme anorexique ou comme, boulimique ou comme, un handicap ou je sais pas, comme dépressif par exemple, et bah, en un sens, on reste dans ce confort puisque c'est plus facile de s'identifier à ça que d'aller chercher notre véritable identité et ce qui fait sens pour nous. complètement et c'est vrai que ça aussi dans la voie de la guérison, encore une fois pour toutes les maladies, mais c'est vraiment de pas s'identifier à: «En fait, je suis ça et je resterai ça toute ma vie. Bon, bah, voilà, j'ai cette casquette». Faux, faux, vous êtes bien plus que tout ça. Vous êtes d'abord une personne à part entière et avant d'être tombé malade, vous étiez déjà quelqu'un, en fait. Donc, il ne tient qu'à vous, encore une fois, d'enlever cette casquette et OK, actuellement, moi, c'est vrai que, je personnalisais beaucoup cette maladie. Tu vois? C'était un des petits démons que j'avais qui me murmuraient à l'oreille et souvent je les enlevais, en fait, je les balayais avec la main et c'est vraiment la maladie pour moi, je la personnifiais où c'était, bah, voilà, ces petits démons qui étaient là et des fois je les sentais qui remontaient le long de ma jambe et cetera. Non, aujourd'hui, la maladie viendra pas, en fait, et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée de me dire, «Bah, là, j'ai les vieux démons qui reviennent, j'ai pas envie de les écouter». Et voilà, je suis autre que tout ce que je peux potentiellement entendre et ce que me dicte plus ou moins cette maladie qui ne fait pas du tout partie de moi. Mmh. C'est hyper intéressant, je trouve ça très pertinent ce que la métaphore un peu que tu t'es, appropriée, et ça du coup, ça m'amène à une question sur tout ça. Si tu avais un conseil, à donner aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaissent dans notre discussion, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense que j'ai déjà donné plein d'outils et c'est vrai que, moi je pense que le plus important c'est vraiment de se faire accompagner. Ne restez pas seul quand le combat est trop difficile. Je pensais pouvoir le faire pendant 1 an, pendant 6 mois pardon, avant d'être hospitalisée. Ça fonctionne pas, en fait. Quand on a un trouble psychologique quel qu'il soit, en fait, je pense que ça a été le combat, encore une fois, le plus difficile de se battre contre son psyché. En fait, on se bat contre soi-même, hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui nous dit, «Bah, en fait, tu malade, faut pas que tu manges, il faut pas» et cetera et l'autre qui veut s'en sortir. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours.
Et des fois, tout seul, c'est compliqué de le faire, surtout quand on n'est pas entouré forcément de personnes qui comprennent pas. Ma famille n'avait pas du tout, n'était pas sujet aux troubles du comportement alimentaire, ils ne comprenaient pas, et d'avoir été entourée par des personnes qui comprenaient ce que je vivais et qui pouvaient justement me mener vers la guérison, ça a été, je pense que c'est le plus important en fait, de se faire entourer. Ouais, OK, OK, super. Bah, je te remercie, beaucoup pour, ton partage, ton témoignage, tes conseils. Avec plaisir. Et j'ai une dernière question pour toi, la question un peu phare de, ce podcast, puisque c'est les sorties de confort. Tu te doutes bien que je vais te demander naturellement quelle a été pour toi ta sortie de zone de confort la plus grande, la plus intense. Peut-être que c'est ce que tu es en train de nous partager, peut-être pas. C'est pour ça que je m'autorise à te la poser aussi. Je pense que la plus grosse, ça a été ça, Mmh. de sortie de zone de confort. Après je pourrais en parler d'autres, hein, je l'ai dit, et encore, mes voyages, ça pour moi, ça a pas été une sortie de zone de confort parce que justement, tout ce voyage a été super co tous les voyages que j'ai faits ont été très confortables. Même cette reconversion professionnelle où, à premier abord, on pourrait dire: «Bah, on quitte le monde de l'ingénierie», quelque chose qui est quand même très confortable avec un très bon salaire où voilà, c'était tout déjà tout tracé. Je pense que ça a rien de comparé, rien de comparable à sortir d'une maladie, psychologique. Bah oui, c'est vrai parce que comme tu l'as très justement dit, c'est un combat contre soi-même et au final, apprendre à apprendre à prendre du temps pour soi et s'écouter et travailler sur soi, je pense qu'effectivement c'est la chose la plus dure à faire. C'est un peu le combat de toute une vie, maladie, ou pas, en général, quoi. Complètement, ouais. Oui, oui, et puis c'est sûr qu'après, là, je pourrais encore en témoigner aujourd'hui, hein, j'ai encore beaucoup de zones de confort par rapport à cette maladie où certes, je suis plus dans la maladie, mais je me suis aussi créé, c'est vrai, cette, un peu ce cocon, encore une fois, ce conco doré, une fois qu'on est un peu sur la voie de la guérison, et il y a plein de choses qui ont été difficiles, notamment de refaire confiance un peu aux personnes autour de moi et d'oser un petit peu sortir de ma Mmh. zone de confort parce que je me suis entourée des personnes qui étaient très bienveillantes, très douces, et j'avais très peur de me confronter. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Le monde extérieur me fait un petit peu peur, et de tout ce que j'en ai déjà vécu. Donc des zones de sortie de zone de confort, je Mmh. pense qu'on en a toute notre vie. Et voilà, accepter que des fois les choses prennent du temps. Mais faites-vous des petits challenges, étape par étape, et vous verrez que les résultats sont très beaux. Chouette. Alors du coup, je me permets de clore cet épisode avec tes beaux mots de fin d'épisode. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver pour que je puisse mettre tout en description pour nos auditeurs et auditrices? Oui, donc vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, les beaux gestes-du-bas naturaux. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les beaux gestes, et sur mon site internet margotschaffer.fr. OK, super, je mettrai tout en description et je te remercie Merci beaucoup beaucoup. pour ton partage, ton témoignage. J'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent et moi, pour le coup, ça m'a beaucoup enrichi, donc je te remercie. Avec grand plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.